Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. Que vous soyez coureur débutant ou coureur confirmé, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver sur le podcast À côté de mes pompes avec aujourd'hui déjà le 14e épisode. Je suis ravi de vous retrouver chaque semaine, chaque vendredi pour de nouvelles écoutes, de nouveaux échanges et de nouveaux commentaires. Et puis, vous m'avez fait remonter au fil des épisodes que ce serait bien d'avoir un échange, ce qui apporte, quand on a un invité, quelque chose de beaucoup plus dynamique dans la conversation. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir un échange avec quelqu'un donc qui peut également parler de sa passion. Et aujourd'hui, j'ai donc franchi le pas en invitant un autre coureur qui s'appelle également Sébastien et qui est spécialiste du marathon. Alors, moi, le marathon, je ne connais pas du tout. Je me suis arrêté au maximum dans mes compétitions au semi-marathon. Mais en invitant Sébastien, je voulais avoir justement quelques informations, échanger sur la préparation, comment ça peut se mettre en place. Et il va nous apporter de nombreux éclaircissements sur le mental, sur la gestion d'une préparation en parallèle d'une vie de famille, et puis son regard sur la course à pied, comment il le vit, comment la course à pied peut l'aider dans sa vie personnelle. On parlera également de la confiance en soi, c'est quelque chose qui est important et la course à pied l'a aidé énormément. Et c'est un coureur qui, avec une expérience relativement maigre, puisqu'il n'a que 6 ans de pratique en course à pied, offre aujourd'hui des performances vraiment spectaculaires. Il vous dira justement quels sont ses chronos, à la fois sur marathon, mais également sur 10 km et semi-marathon, où il performe également. Avant de débuter ce 14e épisode, je voulais faire un petit coucou à 2 personnes qui m'ont laissé un avis et un commentaire très sympathique sur Apple Podcast, en la personne de Quentin et Mathilde du podcast Flashback, que je vous invite également à écouter. C'est très sympa de votre part, je vous remercie infiniment. Et puis, si vous êtes auditeur fidèle du podcast, vous me ferez plaisir en laissant un avis sur Apple Podcast ou sur d'autres plateformes. N'hésitez pas à partager et à échanger le podcast autour de vous, ce qui permet, par vos commentaires, par vos likes, par vos 5 étoiles sur Apple Podcast, de faire remonter le podcast dans les résultats de recherche et de le faire connaître à une communauté toujours plus importante. Mais désormais, je vous laisse en compagnie de Sébastien. L'épisode dure un petit peu plus longtemps que les épisodes précédents, mais on est tellement bavard et passionné de notre sport que l'échange a duré près d'1 heure. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très vite. Alors bonjour Sébastien, merci d'être le premier invité à passer donc à l'interview du podcast À côté de mes pompes. Je suis ravi de pouvoir t'accueillir aujourd'hui, sachant qu'on s'est croisés pendant de nombreuses années, alors sur les dernières années notamment sur Beaugency où tu habitais, et je suis ravi donc de t'accueillir pour partager avec toi ton expérience à la fois du marathon et puis évoquer ta vie de coureur. Salut Seb, écoute, je suis ravi aussi d'être là en tant qu'invité pour parler de notre passion commune qui est la course à pied. Donc auparavant on habitait à côté, j'en suis plutôt à côté. C'est comme ça qu'on s'est connus, voilà. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Voilà, ravi d'être là. Alors, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour savoir qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais professionnellement, puis on abordera ensuite le côté course à pied. Alors moi je m'appelle Sébastien, donc je vivais à Beaugency, j'ai vécu à Beaugency pendant 7 ans, pardon, 7 ans. Je suis à l'origine, je suis originaire d'Orléans, de Saint-Cyr-en-Val, très exactement. J'ai 40 ans, j'ai 2 enfants, je suis marié. On a déménagé il y a à peu près maintenant presque 2 mois à côté d'Angers, donc on n'est plus dans le Loiret, c'est dans le 49. Auparavant j'étais technicien de maintenance pour le tram à Orléans. Et là je suis sans emploi, mais je vais reprendre un emploi lundi prochain en région d'Angers en tant qu'électricien. Voilà pour mon côté un petit peu personnel. Alors,
Après cette présentation, Sébastien, tu vas nous dire comment justement tu es arrivé à la pratique de la course à pied et aujourd'hui en compétition, puisque tu réalises de nombreuses compétitions durant l'année. Comment tu en es arrivé là? Alors, j'en suis arrivé là que par une reprise du sport, tout simplement, voilà, par un sport quelconque, peu importe lequel, mais il fallait que je reprenne une activité. Donc, l'activité la plus simple était de chausser des baskets et d'aller courir. Voilà, des amis me faisaient ensemble. Un ami plus particulièrement qui faisait des marathons et qui m'a motivé pour en faire un premier. Bah, c'est parti comme ça. J'ai vite pris le virus, même si mon premier marathon a été très difficile en 4h30, une grosse chaleur à Tours, ça devait être en 2014, je crois. Voilà. Donc ça a commencé comme ça, où je courais 2 fois, 3 fois par semaine, que 2 fois au tout début, et maintenant un peu plus. Voilà. Alors, en combien de temps, justement, après tes débuts en course à pied, tu as eu l'opportunité, justement, de réaliser ce chrono sur marathon? Combien de temps tu as mis entre tes premiers pas sur la course à pied et cette première course officielle? Alors, je dirais que j'ai dû commencer à courir à peu près, ça devait être pendant l'hiver, novembre, décembre, et le marathon de Tours devait être au mois de septembre d'après, donc c'était 6 bons mois de pratique, de découverte, de redécouverte du sport, du sport qu'un avant, mais vraiment de la course à pied, donc il y a eu 6 mois quand même, 6 bons mois avant de partir sur le marathon. Donc très rapide, puisque moi, tu vois, après plus de 15 années de pratique, j'ai toujours pas franchi le pas du marathon, mais on y reviendra tout à l'heure à la fin de l'épisode où j'aurais besoin de quelques conseils si toutefois j'étais tenté ou si d'autres personnes qui écoutent le podcast seraient tentées justement de monter sur cette distance mythique du marathon. Alors, depuis 2014, donc tu pratiques la course à pied. Est-ce que tu le fais dans un club? Est-ce que tu t'entraînes tout seul? Est-ce qu'il y a un coach qui t'encadre et qui régule un peu ton entraînement? Comment tu procèdes par rapport à ça? Alors j'ai procédé de diverses manières. Au début, je faisais tout seul. Après, j'ai eu quelqu'un à distance qui s'appelle toujours d'ailleurs Bruno Levi, qui je vais connaître. Qui écoute, qui sont un peu passionnés par la course à pied, qui était très 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 fort sur les 100 km, particulièrement à Millau, il a des bons résultats. Voilà, donc il m'a coaché pendant 6 mois, 6 mois à peu près, 6 mois, 1 an. Donc ça m'a bien fait progresser, et puis après j'ai arrêté. Après c'est des amis qui m'ont conseillé, qui étaient en club, qui mettaient un petit peu les plans de leur coach sous la table et qui me les donnait quoi, gentiment. Puis voilà, donc j'ai progressé comme ça, mais tout seul. Donc je m'entraîne tout seul, tout le temps tout seul. Voilà, ça c'est une manière de faire qui n'est pas forcément la meilleure. En groupe, je pense qu'on peut plus progresser, à mon avis. Alors, est-ce que tu rencontres justement des difficultés dans la motivation? Parce que on le verra tout à l'heure sur la façon dont tu construis tes séances. Tu es quelqu'un qui sort relativement tôt le matin. Comment tu arrives justement à avoir cette motivation? Alors, sur des périodes estivales, on va dire que c'est plus simple. Le jour, la météo sont plutôt propices, mais sur des périodes hivernales, comment tu arrives à garder cette constance et cette motivation? Puisqu'en regardant justement tes statistiques tout à l'heure sur Strava, bah, tu viens de franchir la barre des 4000 km sur l'année 2020, donc ce qui représente pas un petit volume d'entraînement. Donc comment tu arrives à garder cette motivation? Je dirais que c'est assez simple. La motivation, c'est de regarder à quelle course je suis inscrit et dans combien de temps. Voilà. Et si j'ai un marathon dans 2 mois ou dans 3 mois, c'est juste ça qui me motive, juste le fait d'être inscrit, d'avoir cet objectif-là et de dépasser les limites de ce jour-là, fait que j'arrive pas tous les jours à y aller facilement, mais en tout cas à y aller pratiquement tous les jours de la semaine, oui, de bonne heure le matin, c'est sûr. Par rapport au cadre familial, j'ai pas trop d'autres possibilités. Mais c'est vraiment
le dossard qui fait que l'inscription fait vraiment garder la motivation. C'est sûr. Alors avec cette période de confinement, de Covid, tu as dû être sevré de compétition. Quelles sont tes dernières courses, ce que tu as réalisé comme performance en compétition dernièrement? Est-ce que c'est conforme à tes attentes? Est-ce que tu as pu quand même te challenger justement? Alors tout dernièrement, j'ai fait des courses car j'ai trouvé des courses dans la nouvelle région où on est installé maintenant. J'ai trouvé deux courses, j'ai trouvé un 10 km et un semi. Donc oui, j'ai battu mes temps sur ces deux courses. Donc 10 km, je fais 35-30 et sur le semi, j'ai fait 1h17 30, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc j'ai battu une minute et demie et 2 minutes de temps, donc j'ai réussi à progresser là-dessus malgré moins de compétition dans l'année, mais des fois de faire moins de compétition c'est pas forcément mauvais. Je trouve qu'il faut pas en faire de trop non plus pour pour garder l'envie quand on en fait. Parce que si on en fait trop, je trouve qu'après il n'y a plus la motivation du jour J. C'est mon point de vue. Alors effectivement, il est préférable quand même de planifier sa saison avec, tu nous le diras comment tu organises toi ta saison par rapport à des marathons, mais d'avoir justement des objectifs phares, ça peut être un bon moyen justement de garder la motivation comme tu le disais. Alors, tu as une trajectoire qui est quand même relativement rapide puisque tu commences en 2014, donc on est 6 ans en arrière et aujourd'hui, tu arrives à passer des chronos donc sur 10 km en 35 minutes 30, au semi-marathon en 1h17, donc c'est quand même une belle progression. Comment tu expliques cette progression et quels seraient les piliers justement qui ont permis cette progression et cette évolution? Toi qui étais un coureur donc néophyte, ancien footeux, blessures donc qui t'ont conduit à pratiquer la course à pied, et là aujourd'hui tu arrives à performer et à faire de très très bons résultats. Qu'est-ce qui explique cette rapide progression? Alors je dirais que pendant plusieurs années, j'ai vraiment eu du mal sur mon marathon. Bizarrement, je sais pas pourquoi, c'est toujours le marathon qui m'a attiré depuis le début. J'ai vraiment voulu aller faire des chronos un peu mieux que ce que je faisais au début. C'était pas difficile de faire mieux, mais je voulais vraiment performer sur cette distance-là. Et vraiment, ce qui m'a fait progresser beaucoup, alors c'est l'entraînement, bien sûr, mais vraiment le plus important, c'est la confiance en soi et dans la tête, croire en soi. Voilà. Et dès que j'ai cru en moi, et ben j'ai passé le cap des 3 heures. Alors il n'y a pas eu que ça, il y a eu un entraînement plus conséquent, mais vraiment de croire en soi fait passer des caps dont tu ne penserais pas. Et c'est pour moi c'est le déclencheur et c'est comme ça que maintenant j'avance peut-être un peu plus vite maintenant. Donc je suis aussi conseillé par des gens qui ont des bons niveaux et des belles marques, voilà. On pourra en parler si tu veux, mais oui, j'ai un coach à distance qui est plus la même personne et qui a un chrono sur marathon qui est en 2h16 je crois. C'est un Suisse qui est maintenant au Kenya et il travaille beaucoup sur la façon de croire en soi et de s'entraîner aussi. Voilà, donc c'est pour ça que mes entraînements sont bien différents d'avant, avec des volumes bien plus importants. Voilà, donc c'est vrai que des fois ça peut surprendre sur mes semaines, mais ça marche. Pour moi, ça marche en tout cas. Après, peut-être que pour d'autres ça marcherait pas, mais pour moi ça marche. Et voilà, c'est une évolution qui est bonne comme ça pour le moment. On verra la suite. Je me donne pas de limite. C'est aussi l'un des maîtres mots. Il n'y a pas trop de limites. Donc bien sûr, je vais pas faire 2h10 évidemment. Je vais pas faire non plus je ferai sûrement jamais 2h30. Je ferai sûrement voilà, ou mieux peut-être 2h40, 2h45, mais ça sera déjà un très très beau chrono pour mes années de pratique et pour mon âge. Voilà. Donc, ne pas se donner de limites et s'amuser à chaque fois. Très très important pour moi.
Alors je dirais qu'en effet, enfin sur le côté mental, le fait que tu passes sous cette barrière des 3 heures a dû jouer en toi comme un déclic, mais tu t'arrêtes pas là parce que les chronos que je peux observer sur 10 km et sur semi-marathon sont également très intéressants. Donc tu es quand même à l'aise sur des compétitions relativement rapides telles que le 10 km, mais avec un coffre assez important pour tenir sur marathon. Alors sur ton entraînement, comment t'organises ta semaine? Comment ça se passe? Ma semaine, elle s'organise avec 6 sorties par semaine. Donc je cours du lundi au samedi inclus. D'accord. Le dimanche, c'est repos, c'est en famille. Voilà. Ma sortie longue, c'est le samedi matin, donc en gros c'est ça. Puis après, il y a 2 séances spécifiques dans la semaine et la sortie longue, donc ça fait pratiquement 3 sorties spécifiques sur les 6 sorties. Donc on garde 50% en endurance pour récupérer et pour faire des volumes faciles sur des allures moins rapides. Voilà. D'accord. Et donc avec le coach donc qui est à distance et te suit, vous pouvez échanger. C'est lui qui te donne justement les séances à réaliser, ou est-ce que tu as quand même toi maintenant l'expérience donc de cette préparation pour le marathon ou pour un 10 km et tu arrives toi-même à construire tes propres séances. Comment tu procèdes par rapport à cela, à la réalisation et à la planification de l'entraînement? J'ai totale confiance en la personne qui me conseille, qui me coach. Donc je non, je fais pas mes plans à moi et mes sorties. Voilà, je pourrais adapter par ce que j'ai eu par le passé, mais je fais confiance à ce qu'il me donne. Et on a un échange tous les jours par WhatsApp ou au téléphone tous les 2 jours. Donc c'est un sujet important quand même. Voilà. Pour le ressenti, pour la fatigue, pour la réadaptation des séances, pour du repos s'il faut en plus, voilà, tout est réajusté suivant la vie de famille aussi, suivant les nuits, les mauvaises nuits, les journées de boulot. Enfin, les plans c'est bien, mais des fois faut ne pas les respecter pour pouvoir avancer aussi, et il faut prendre en compte tout ce qu'il y a à côté. Alors, si tu venais dans ton plan à devoir reporter ou annuler une séance, dans quel état d'esprit tu te trouves? Est-ce que tu es à cran ou est-ce que bon, tu le prends quand même avec philosophie en te disant c'est qu'une séance et je la reporterai ou je ferai une séance meilleure la fois d'après? Je serais pas, ouais, ce serait pas super parce que je me serais mis dans la tête de la faire, mais si je la refais 2 jours plus tard avec des temps bien meilleurs et plus profitables pour la suite, il vaut mieux faire un footing, c'est sûr. Alors, au niveau matériel, qu'est-ce que tu utilises comme outil? Parce que bon, les gens se demandent bien souvent qu'est-ce qu'il faut utiliser pour finalement performer. Est-ce que tu as des trucs, des astuces qui sont propres à ta pratique? Quelle montre tu utilises? Quel type de chaussures? Quelles sont ces chaussures qui te font voler sous les 3 heures au marathon? Alors voler, je dirais pas voler parce qu'on est quand même une grosse poignée à faire ces temps-là, hein, donc c'est quand même pas non plus voilà. Mais oui, le matériel, j'ai une Garmin, voilà, à 935, je crois, je crois que c'est ça. Les chaussures, cours beaucoup en Boston sur le marathon, Adidas, voilà. Je m'entraîne essentiellement en Adidas, soit en Adidas Boston, où je prends les Adios, où là j'ai commandé les Adizero Pro avec la lame carbone qui vont arriver sous peu. C'est un petit plaisir que je me suis fait. On verra, mais je pense que ça va pas apporter grand chose, un petit peu, mais pas beaucoup. Mais c'est un petit plaisir. Après le matériel, c'est entre guillemets, voilà, il faut être bien dedans, mais faut pas, faut pas prendre en compte à 200% ce, cette option-là pour faire des bons chronos.
Alors justement, avant le podcast, on échangeait et puis la semaine dernière par rapport donc à l'épisode où j'évoquais justement le fait de revenir aux fondamentaux de la course à pied. Est-ce que tu partages toi ce sentiment qu'aujourd'hui on est parfois un petit peu trop connecté, beaucoup trop axé sur les performances, sur les résultats, sur les chronos? Et est-ce qu'il n'est pas préférable, selon toi, de revenir à une pratique un petit peu plus plaisir? Alors là, on s'adresse peut-être aux débutants qui parfois, on le voit sur les groupes Garmin Connect ou autres, affiche des questions sur la fréquence cardiaque, sur les zones d'endurance, en oubliant parfois un petit peu le côté plaisir. Qu'est-ce que tu penses de ça, sur le fait d'être très connecté et sur le fait de garder quand même le plaisir comme point central de notre pratique? Alors moi je suis toujours très connecté, voilà, Strava, toutes les stats, les fréquences cardiaques, tout ça, mais moi j'essaie de m'en détacher de plus en plus. Et surtout de la fréquence cardiaque. J'étais une période où je regardais beaucoup de ma fréquence cardiaque pour pas courir trop vite, être dans la zone qui va bien, surtout sur les footings. Et maintenant, je cours plus dans les footings, plus au feeling, pour essayer de me connaître un peu mieux, et courir dans l'allure où je suis à l'aise, sans regarder ma montre. Donc, des fois, je mets ma montre, je lance ma montre, je fais mon footing, mais je regarde pas les allures, je cours. Voilà, je profite au maximum du paysage. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé ton dernier épisode où tu avais un peu ce discours-là. Et on retrouve plus le plaisir de la course à pied comme cela que d'être le nez sur le chrono. Alors bien sûr, quand on fait une séance spécifique comme je faisais au terrain, au stade à Beaugency, sur la piste, c'était important de voir un peu le temps quand je faisais 400 ou 800, voilà. Là, c'est très axé chrono. Mais pour les footings, je trouve que pour retrouver vraiment du plaisir, il faut pas trop regarder. Maintenant, il faut pas aller trop vite non plus, mais faut apprendre à se connaître. Ça prend du temps, ça prend un peu de temps. Alors juste exactement. C'est-à-dire que au fur et à mesure donc des saisons, au fur et à mesure des courses, on arrive justement à en tirer des enseignements. Parmi les courses que tu as pu faire où soit tu as rempli tes objectifs, soit tu as été déçu, quelle est la course qui reste pour toi depuis 2014, celle qui t'a le plus marqué et où tu as eu soit le plus de fierté, où tu as le plus appris, je dirais, sur toi-même et sur ta pratique? Quelle est la course qui est celle que tu retiendrais parmi toutes? Forcément, ça va être un marathon parce que c'est là où ça procure le plus d'émotions, et avec la fatigue de la fin de l'épreuve, je trouve que ça fait encore plus ressortir l'émotion. J'en ressortirai une, mais c'est même pas au niveau du chrono. C'est plus une arrivée où il y avait mes parents à l'arrivée, et j'étais arrivé très fatigué, et mes parents m'ont soutenu à l'arrivée. Il y avait un beau moment d'échange avec eux, et c'était un grand moment voilà, d'échange, de support, et le sport m'a permis à ce moment-là de me rapprocher de ma famille d'une manière différente. C'est plus ça, enfin, c'est-à-dire que c'est ça qui ressort là, plutôt que mon temps de moins de 3 heures, qui serait peut-être mon deuxième meilleur moment en course à pied derrière. Mais voilà, c'était à Orléans en plus. Donc, Oui, qui est pas le marathon le plus facile, dans le sens où c'est des grandes lignes droites exposées au vent, donc pas le plus marrant, c'est pas le plus simple. Non, c'est clair. Et justement au niveau famille, parce que sur une préparation marathon, on sait que les sorties vont demander beaucoup plus de temps que si on prépare un 5 ou un 10 km. Quel est le ressenti de ta famille par rapport justement à cet entraînement? Tu arrives, ce que tu disais tout à l'heure, à concilier finalement les deux en faisant des sorties relativement tôt. Mais voilà, quel est le regard de ta famille sur et donc ta famille proche, hein, ton épouse et tes enfants, sur tes chronos, tes courses, tes entraînements? Comment ils le perçoivent et voilà. Qu'est-ce qui ressort de ta pratique par rapport à ta famille? Alors il faut quand même trouver l'équilibre, mais c'est pas toujours facile. Moi, j'avoue que je suis parfois à la limite, hein, parce que c'est, voilà, il y a une fatigue. Le matin, je me lève tôt, et
je suis parti, je reviens, je pars au travail, je le croise, après le soir, voilà, on est ensemble, mais puis le soir, j'ai plus de fatigue, donc, ouais, il faut faire attention et il le ressent sur le fait que voilà, je me sens équilibré par rapport à cette activité-là, ce qui fait que je me sens bien, parce qu'il me faut une activité sportive. Comme j'en ai pas, je me sens pas bien, et finalement, je pense qu'ils ont fait, enfin, ça fait ma fin de France en petit, mais, le parallèle entre quand je courais pas ou si je cours et que je suis plus fatigué mais heureux, que c'est quand même mieux que je sois épanoui et un peu moins à la maison, et plus agréable pour eux que quand je cours pas. Voilà, si je suis clair dans ce que Oui, c'est clair, c'est important d'avoir quand même l'adhésion d'une famille proche dans sa pratique de la course à pied, parce que c'est vrai que ça demande de nombreux sacrifices. Et quand tu pars, bon, je voyais sur des sorties de près de 30 kilomètres, il faut être justement courageux pour sortir le matin de bonne heure, et que quand on rentre à la maison, là, tout le monde soit présent pour partager finalement peut-être le petit déjeuner. Enfin, je sais pas comment tu procèdes, mais oui, si, c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est ça. J'arrive, ils se lèvent ou ils sont levés depuis peu de temps en général. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ça. Alors, par rapport aux séances d'entraînement, est-ce qu'il y en a une que tu aimes par-dessus tout et une que tu détestes faire, mais que tu fais quand même parce que tu sais qu'elle peut t'apporter des bienfaits? Alors les séances que je préfère, c'est les séances plus longues, voilà, comme une que je vais faire demain, qui va être bien costaud, on va dire. Enfin pour moi. Donc les séances longues j'aime bien. Après celles que j'aime le moins, ce serait peut-être les séances de côte que j'ai mis qu'on fait depuis peu de temps en fait. Peut-être un an, avant je faisais pas. Donc ouais, c'est peut-être ça que j'aime le moins, les séances de côte. Ouais. Sinon ce que je préfère c'est tout ce qui est séances longues. Voilà. Alors, je dois avouer que les séances de côte, c'est pas non plus ma tasse de thé, mais on sait qu'elles peuvent justement aider quand même à la fois en puissance, mais au renforcement musculaire. Une fois qu'on repasse sur le plat, après, on sent les bienfaits de ces séances. Sur la gestion de ton plan d'entraînement, on sait que il y a des moments qui vont parfois être un petit peu comment dire, moins enthousiasmant, des moments où on va baisser un peu en termes de motivation, puisque la fatigue va aussi s'accumuler au niveau des plans d'entraînement, notamment sur marathon. Comment tu arrives justement à gérer la fatigue, les temps de récupération? Comment tu procèdes après justement des grosses séances que tu peux effectuer lors de telles préparations? Quel est ton protocole de récupération? Alors, pour la récupération, ce qui est essentiel pour moi, c'est le sommeil. Voilà. Donc, la mise en place de sieste m'aide beaucoup. Chose que je pouvais faire avant dans mon ancien boulot, on verra dans le futur. Mais faire des petites siestes le midi de 20 minutes, 30 minutes maximum déjà aide beaucoup. Voilà. Et pour la récupération, ouais, c'est le sommeil, c'est tout ce qui est massage, donc vous avez évoqué aussi lors du dernier épisode. Rouleau, voilà, rouleau automassant, faire tout seul. Voilà, puis bien dormir, beaucoup boire aussi. Voilà, 2 litres par jour, faut pas avoir peur, ça peut être comme ça aussi, pour bien récupérer. Et puis voilà, moi je fonctionne un peu comme ça, voilà, en me couchant tôt, forcément je me lève tôt. Donc voilà. Dormir, bien manger et boire, et puis les siestes, même si elles sont courtes, peuvent beaucoup apporter, je trouve. Et est-ce que tu penses justement que comme tu vas courir 6 jours sur 7, ton corps est habitué justement à ce rythme d'entraînement et qu'il ne montre peut-être pas des signes de fatigue? Si moi demain je devais courir 6 jours sur 7, ce que j'ai un petit peu fait au mois d'avril et mai,
toi, sur le mois de juillet, août, je l'ai payé puisque le niveau de forme était moindre. Je pense que le corps n'avait pas du tout l'habitude d'encaisser de telles semaines. Est-ce que toi, aujourd'hui, avec justement cette habitude donc de l'entraînement, donc très régulier, 6 jours par semaine, tu trouves que ton corps répond beaucoup mieux que quand tu t'entraînais peut-être 2 ou 3 fois par semaine? Oui, c'est sûr que plus on s'entraîne, même si on fait pas des entraînements intensifs, des fois il vaut mieux faire même un petit footing très lent. Des fois, c'est pas mal aussi de faire ça. Ça va pas nous fatiguer énormément et ça rajoute du temps d'activité dans la semaine. Et c'est forcément ça apporte forcément. Après, si toi tu as ressenti que c'était plus difficile sur les mois d'après où tu avais un petit peu augmenté, peut-être qu'il faut il faut un temps d'adaptation plus long pour augmenter la charge au niveau des entraînements. Mais moi, tout s'est fait très très progressivement. Après, c'était 3, 4, 5, et là je suis arrivé à 6. Faut pas faire beaucoup plus. De toute façon, avec l'activité qu'on a à côté professionnel, on peut pas faire beaucoup plus. Maintenant, faut tout faire en progressif. Ouais. C'est très progressif. Sinon, on peut pas avancer correctement. Et en dehors de cet entraîneur qui te suit, avec qui tu échanges de façon quotidienne, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui feraient partie de ton staff, comme j'avais pu l'évoquer sur un épisode précédent, un kiné, un ostéo, des personnes qui, quand tu as une petite tension, un petit bobo, ils peuvent justement venir à ton secours? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans ton entourage proche? Non. Moi, un ostéo, j'en regarde une fois par an sur le Besançon, pour une fois par an se remettre un peu d'aplomb. Mais sinon, non, il n'y a pas de staff comme t'appelles. Maintenant, il y a juste cette personne-là qui me suit et sinon, j'essaie de gérer tout seul cette activité. Et tu as été préservé finalement, même si tu as enchaîné plusieurs marathons, de nombreuses compétitions sur ces dernières années. La blessure, finalement, il n'y en a pas eu énormément, ou il y a quand même eu des petits bobos qui t'ont contraint à arrêter? Non, il n'y en a pas eu. Il y a eu des petites douleurs un peu plus prononcées au niveau des cuisses ou des mollets. C'était plus des adaptations qui se faisaient au niveau du corps que des blessures, où il fallait un peu ralentir pour que ça passe. Mais non, j'ai pas eu de blessure. Si j'avais mal au genou au début quand je courais, parce que je pense que je courais trop tôt. Voilà. Donc là, il y avait un petit problème d'adaptation de mon corps et peut-être aussi une pose de pied ou une foulée qui n'était pas encore prête à accepter trop de course à pied. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Après, j'ai essayé de corriger ça. Je suis passé par des chaussures drop 0, en chaussures autres que celles qu'on voit un petit peu dans les magasins de la marque Altra. Je courais beaucoup avec Altra une période. Je pense que ça m'a apporté un petit peu au niveau de la foulée. Maintenant, je cours moins avec ces chaussures-là. Mais il est important de se renforcer aussi musculairement. Donc à côté de footing, je fais aussi une fois par semaine une séance de renforcement un peu général de tout le corps. Puis à une période, je fais du renforcement au niveau des mollets, justement, parce que c'était une partie qui travaillait beaucoup, et j'étais obligé de mettre des manchons pour un petit peu atténuer ces douleurs-là. Et finalement, j'ai enlevé ces manchons. En fait, pour moi, maintenant, je trouve que ça sert pas à grand-chose. Je vais attendre, mais ça l'a fait. C'est mon avis. Mais il est vrai que j'avais testé aussi les manchons dits de compression en course, et j'avais pas trouvé la sensation très très agréable. Après, je dis pas, en récupération, des personnes semblent en trouver des bénéfices, mais j'ai pas vraiment testé. Donc il est vrai que ce que tu disais juste avant sur le renforcement musculaire, c'est un point qu'on néglige parfois. On en fait peut-être pas suffisamment pour justement permettre au corps d'être renforcé. Est-ce que tu pratiques d'autres sports en dehors donc
course à pied qui est le cœur de ton activité, le renforcement en parallèle, mais est-ce qu'il y a d'autres activités que tu pratiques et que tu trouves intéressantes en complément justement de tes séances d'entraînement en course à pied? Alors ouais, une activité que j'aimerais bien faire plus, mais j'ai pas le temps. C'est du vélo, donc ouais, j'en fais un petit peu. Du vélo sur la route. Bon, je fais un peu de VTT dernièrement, c'est moins l'activité que je fais en complément. C'est plus du vélo de route, oui, que je fais de temps en temps, mais il faut plus de temps, mais c'est un très très bon complément par contre pour faire des séances un peu d'endurance longue et sans traumatiser. Voilà. Donc pendant le confinement, j'ai fait pas mal de vélo de trainer parce qu'on ne peut pas sortir. Oui, on était limité effectivement. Voilà, et ça permettait de bien augmenter le temps d'activité dans la semaine. On avait beaucoup de temps libre à la maison. Et c'était plutôt sympa en plus de la course à pied. Pour donner un ordre d'idée là sur ton entraînement hebdomadaire, ça représente combien de kilomètres quand tu es en phase de préparation? Alors, même s'il y a des moments où la préparation va augmenter en termes de kilomètres et ensuite réduire, mais en moyenne, tu tournes à combien de kilomètres par semaine? En moyenne, c'est autour des 100, ouais, entre 90 et 110, ouais, 110, 115, c'est le maximum. Voilà, c'est à peu près 90, 110. Voilà. Approximativement, c'est ça, quoi. Une moyenne semaine, c'est ça. Oui, alors ce que je disais, moi, sur l'épisode précédent, je dépasse rarement les 50, 60. Au-delà, toi, je pense qu'après, mon corps n'est pas en mesure donc d'encaisser, et je pense qu'il faudrait y aller, comme tu l'as dit, progressivement. Toi qui es passé de 2-3 séances à 4, à 5 et puis à 6. Je pense que le maître mot, c'est la progressivité. On voit beaucoup de personnes qui voilà, s'inscrivent au mois de septembre sur une activité telle que la course à pied et qui 3 mois après veulent justement parcourir un semi-marathon ou un marathon. Quel est ton regard par rapport à ça? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme petit conseil avant qu'on voit d'autres conseils spécifiques aux gens qui préparent un marathon actuellement? Bah, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai qu'on veut tout de suite aller trop vite sur des distances qui sont pas trop. C'est pas compliqué, mais il faut pas y aller trop vite, quoi, parce que le corps il a besoin de s'adapter. Et je pense qu'au début, oui, c'est bien de rester sur des objectifs de 5, 10 kilomètres moi j'ai fait trop vite quand j'ai commencé le marathon, mais pendant un an déjà faire un 10 kilomètres, et puis après la deuxième année un semi, et puis la troisième année peut-être un marathon. Voilà, prendre le temps de construire ses bases pour pouvoir derrière voilà, des choses correctement et doucement, mais c'est sûr que maintenant, dans notre société, on est amené à faire les choses vite et pas qu'en sport, donc c'est pas facile. Mais bon, il faut aller en douceur, quoi. Alors, outre cette progressivité qu'on doit avoir justement dans cette avancée vers le marathon ou vers une course, quelle qu'elle soit, tu as évoqué donc la récupération et le sommeil. Est-ce que tu attaches une grande importance à l'alimentation? Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles également comme un des facteurs de performance en plus de l'entraînement, qui est la partie la plus visible, mais est-ce que l'alimentation fait partie de cet entraînement invisible que tu peux mettre en place? Alors, au niveau de l'alimentation, j'ai eu différentes phases d'essai, on va dire, voilà. Donc maintenant, je suis revenu plus traditionnel. J'ai eu une phase où je mangeais moins de tout ce qui était succulent, tout ce qui était sucré, tout ce qui était, voilà, j'étais plus sur ce qui était protéiné avec beaucoup d'œufs, pas mal de viande, voilà, et puis j'ai essayé, et puis finalement, ça m'apportait pas plus que ça, maintenant, je suis plus revenu à quelque chose de classique, en essayant de pas manger des pâtes à tous les repas, en essayant de mettre pas mal de légumes, quand même, légumes et fruits, et puis éviter les sucreries. Voilà, c'est des choses assez simples que tout le monde connaît, je pense. Tout le monde sait que c'est mieux comme ça. Il n'y a rien de très spécifique, en fait, maintenant. Assez classique, juste avant une grosse sortie, comme demain, je vais faire une belle sortie. Voilà, ce soir, on va faire une bonne c'est pas super expression, mais une bonne assiette de pâtes, et puis
bien digéré, et puis voilà. C'est comme ça pour moi. Et lorsque tu réalises tes entraînements, tu pars avec quoi comme alimentation? Un sac à dos avec de l'eau? Est-ce qu'il y a autre chose dans ta besace? Alors tout dépend de la durée de l'entraînement. Moi, je sors tous les matins à jeun, donc je me lève, je pars courir. Toutes les sorties de la semaine sont réalisées sans eau, mis à part quand je fais une séance spécifique très dure qui dure plus d'1 h 15, plus d'1 h 20. Là, je prends une petite flasque d'eau. Et puis quand je fais la sortie longue, je prends un gilet d'hydratation avec 1 litre d'eau à peu près. Voilà, c'est à peu près comme ça. Sur les sorties longues, de l'eau, sinon pas forcément, mais je bois bien avant de partir et je bois bien après. Alors, sur les dernières tentatives de record sous les 2 heures au marathon, toi qui viens de passer un cap sous les 3 heures, ouais. Voilà. Ouais. Mais sur les tentatives donc de Kipchoge et la confrontation avortée entre Bekele et Kipchoge, quel est ton regard sur ces performances qui poussent justement le corps humain dans ces peut-être derniers retranchements? Toi qui as vécu le marathon et qui connais la difficulté de cette épreuve, avec un passage sous les 3 heures, et je pense que là, vu ton niveau de forme, tu serais encore en dessous des chronos que tu as réalisés. Quel est ton regard sur ces athlètes et sur leur performance affichée? C'est étonnant d'arriver à ce niveau-là. C'est extraordinaire. C'est quand on voit l'effort que ça demande. C'est très très fort. Maintenant, je demande à voir quand même si tout est clair pour tous. C'est ça qui est étonnant. Kipchoge à Londres la semaine dernière n'a pas gagné, bien perdu, donc c'est plutôt bien. Ça le rend un peu plus humain, je trouve que c'est pas plus mal. Ça remonte encore plus sa performance sous les 2 heures qu'il avait fait à Lyon. Donc je pense que c'est possible tout ça. Maintenant il faut une hygiène de vie, faire que ça. Enfin je pense que c'est possible, j'en sais rien. Je le ferai jamais. Mais en tout cas c'est fort. Maintenant ça progresse très vite en peu de temps, je trouve, quand même. C'est quand même particulier. Alors, par rapport justement à cette épreuve du marathon, toi qui as donc réalisé un chrono sous les 3 heures, comment tu pourrais justement raconter ta préparation sur cette course spécifique que tu avais mis en place avec ton programme d'entraînement? Donc on part sur quelques semaines, voire quelques mois en amont jusqu'à la compétition. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as vécu justement cette aventure? Et pendant la course, est-ce qu'il y a eu des moments qui t'ont paru plus difficiles, ou est-ce que le plan que tu avais mis en place s'est réalisé sans fausse note, avec finalement la satisfaction, mais qui était très limpide par rapport à ce que tu avais mis en place durant l'entraînement et qui avait peu de surprises au final? Comment tu l'as vécu toute cette aventure? En fait, mes préparations ont changé. Mes dernières préparations incluent des sorties longues, mais très très bien plus longues qu'avant. Donc en fait, je me connais mieux, donc j'approche plus des 42 km maintenant, même sur certaines sorties d'entraînement, je suis pas loin. Donc ça permet de vraiment se connaître sur l'alimentation, l'hydratation, puis des limites, quoi. Donc le jour J, on a moins peur et ça se déroule c'est beaucoup plus près de ce qu'on fait à l'entraînement. Donc il n'y a pas eu de grosses surprises sur mes derniers chronos où ça s'est déroulé pratiquement comme je le disais. Alors maintenant, on n'a jamais abandonné une fausse note, évidemment. Mais voilà, donc oui, c'est pour ça que je continue avec la même personne qui me suit et qui me fait beaucoup progresser. Alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Alors, un coureur comme je le suis, j'ai jamais franchi la barre du semi-marathon en compétition, ou d'autres qui voudraient justement dans les semaines et les mois à venir
monter sur marathon. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme précieux conseil, toi qui as l'expérience justement de la distance, pour ne pas se prendre le mur, si tant est que tu l'aies déjà pris peut-être un jour, mais qu'est-ce qui serait important de mettre en place dans l'entraînement et les conseils durant la course? Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire, des choses où il faut pas passer à côté sous peine de ne pas voir la ligne d'arrivée? Alors déjà, ce que je dirais, c'est déjà l'appellation du mur. Déjà, il faut l'enlever de la tête. Déjà, c'est déjà une première partie pour ne pas l'avoir en compétition. Déjà, se dire qu'il n'y en a pas et qu'on est capable de faire la distance plutôt que de se dire au 30e, au 35e, on va prendre le mur comme on voit dans tous les magazines. Si déjà on démarre en se disant ça, en ayant cette appréhension-là, il y a une grande chance qu'on l'ait, voilà, qu'on ait ce souci-là. Déjà, c'est le premier point. Après, l'autre point, c'est d'aller chercher un petit peu ses limites, d'aller proche de ces limites-là à l'entraînement. Pas tous les jours, évidemment, mais une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, faire une sortie en allant proche de 30, 35 kilomètres, en étant bien reposé avant, en étant en forme, en ayant bien mangé et en donnant confiance et en augmentant au fur et à mesure des semaines peut-être les distances pour s'approcher des 40, même des 40 kilomètres, sans en avoir peur. Si vous faites pendant la préparation, je sais pas, 2-3 sorties autour de 35, 37, 40 kilomètres, le jour J, vous allez arriver, j'ai déjà fait cette distance-là, donc il n'y a pas de souci, je vais être encore plus reposé, et ça va passer. Et l'histoire du mur que je vois dans les magazines, il n'y en a pas, j'ai pas à le craindre, vu que j'ai déjà fait des choses à l'entraînement. C'est sûr que si à l'entraînement on fait que des sorties de 18, 20 bornes, 25 bornes, le jour J, ça peut pas passer physiquement et mentalement, à mon avis. Oui, donc par la répétition de l'effort, on arrive à se connaître, on sait comment le corps peut réagir, et ça finalement balaye de côté cette impression qu'un mur pourrait arriver et nous bloquer dans nos performances. Est-ce que dans ta préparation, tu mets en place des compétitions intermédiaires pour justement monter progressivement en volume, ou est-ce que tu réalises un plan qui est sans compétition, si ce n'est l'objectif final du marathon? Avant un marathon, j'aime bien faire un semi un mois avant à peu près pour permettre de voir comment ça va. C'est inclus dans la préparation, mais ça permet de donner un petit peu la forme. Donc oui, un mois avant, il y a un semi et puis avant la préparation du marathon en lui-même, souvent il y a une préparation avant où on prépare un peu plus la vitesse. On fait des petites courses de 10 bornes, un peu plus rapide, un peu plus énergique pour prendre un peu de vitesse avant de faire une préparation marathon. C'est bien, ça change aussi. Alors, sur le plan d'entraînement et l'accomplissement qui est la course en elle-même, est-ce que tu trouves le moment le plus beau comme étant l'entraînement, ou de passer la ligne avec le chrono qui s'affiche et qui répond à l'objectif que tu as voulu atteindre? Est-ce que c'est l'entraînement ou la compétition qui est le plus beau moment pour toi? Je serais presque à dire que c'est l'entraînement, parce que c'est vraiment la grosse partie de l'épreuve. Maintenant, l'épreuve en elle-même, c'est la cerise sur le gâteau. Mais tout ce qu'on met à l'entraînement et la progression qu'on voit de semaine en semaine est quand même vachement bien. Et donc c'est la préparation, c'est vraiment presque ce que je préfère. Après la course en elle-même, quand on est à l'aise le jour J et que tout va bien, c'est sympa aussi. Comme tu me laisses le choix, je veux dire que c'est plus les semaines d'entraînement. Alors aujourd'hui, donc on enregistre là, on est jeudi. Hier, on a appris donc l'annulation, voire le report donc du marathon de La Rochelle. Comment toi tu te positionnes sur tes prochaines courses? Quels vont être tes objectifs pour le court terme là, sur les semaines à venir? Et pour 2021, qu'est-ce que tu envisages comme compétition, comme course, et peut-être comme objectif chrono également? Alors
Pour mes prochaines courses, donc j'étais inscrit à La Rochelle, donc du coup c'est annulé. Voilà, j'étais bien triste il y a 2 jours. Là j'ai rebondi puisque je me suis inscrit à Deauville donc, le 15 novembre. On espère, on verra si c'est maintenu. Enfin, c'est compliqué cette année de d'organiser des choses, mais ça reste que du sport. Voilà. Tout va bien, on est en forme. Mais ouais, donc La Rochelle c'est annulé, là c'est Deauville. Et l'année prochaine, du coup, je vais faire Paris normalement, qui a été reporté 2 fois. Je vais le faire, ça va être reporté. Donc, normalement c'est Paris que j'aimerais bien faire au moins quand même. Avec mon ami avec lequel j'ai commencé la course à pied il y a 6 ans. On va faire ça ensemble. Donc c'est comme ça en 2021. Maintenant, il n'y a pas d'autre chose de programmée parce qu'on ne sait pas trop où on va. Donc, on va avancer. Alors, oui, effectivement, il faut avancer sans savoir vraiment où on sera en termes de compétition l'année prochaine. Comment tu l'as vécu justement si tu étais donc inscrit pour La Rochelle, le fait que ça puisse être annulé? Est-ce que ça modifie complètement ton entraînement, tes plans, ou est-ce que tu continues malgré tout à t'entraîner comme tu aurais couru à La Rochelle, ou est-ce que ça décale un petit peu finalement ton planning? Alors, quand j'ai appris l'annulation de La Rochelle, je me suis dit tout de suite d'aller faire quand même le marathon tout seul dans ma région, comme j'ai fait sur Beaugency quand Paris a été annulé en avril dernier, avec un ami qui habite pas loin de mon nouvelle habitation ici, qui va me suivre en vélo si je le fais par ici. Donc ça a été ça, et puis après j'ai rebondi quand même sur Deauville, parce que je suis quand même mieux de méthode de ça. Donc voilà comment j'ai rebondi, mais non, j'arrête pas de m'entraîner, c'est devenu vraiment une habitude de toujours courir et avoir un objectif qui me fait avancer. Même s'il est tout seul dans ma campagne ou s'il est avec un dossard, je me fixe des choses pour pouvoir m'entraîner et rester motivé. C'est ce que tu me demandais tout à l'heure. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors avec le confinement, on a vu fleurir des courses connectées, des courses virtuelles. Quel est ton avis sur ces courses-là? Est-ce que tu as participé toi-même à ce genre de compétition, on va dire amicale, parce que c'est difficile tout seul de se confronter. On n'a pas du tout le même ressenti qu'en compétition. Est-ce que tu as participé à des compétitions type virtuelles ou connectées? Non, je l'ai pas fait. Non, j'ai pas fait de courses connectées. Maintenant, il y a des courses connectées qui sont, je pense, sympas et importantes, comme là, il y avait Octobre Rose, dernièrement. Mon épouse l'a fait, en connecté. Moi, je l'ai pas fait. Mais non, sinon, moi, non, j'ai pas fait de courses connectées. Et est-ce que sur ton année, alors je reviens là un peu à l'entraînement et à la programmation, tu t'accordes des temps de repos où tu fais vraiment une coupure sans course à pied? Est-ce que c'est des choses qui arrivent, ou est-ce que tu as du mal quand même à résister à l'appel des chaussures quand tu les vois devant ta porte? Alors, il n'y a pas de grosses, enfin, il y a du ralentissement. Il n'y a pas des grosses coupures. Voilà, et il y a des semaines où je cours moins dans l'été, parce que souvent c'est l'été quand on part en famille en vacances, évidemment. Voilà, on partage autre chose et c'est important aussi de penser à autre chose pendant ces semaines-là. Donc il y a des semaines où je cours moins, mais je fais pas des coupures totales à moins d'être blessé, ce qui peut arriver vraiment. Donc ouais, je ralentis, mais j'arrête pas complètement. Et en termes d'objectifs, alors, vers quel chrono tu te destines pour, on va dire, l'année 2021? Si on devait mettre un cap sur 2021, quel chrono tu viserais? Est-ce que tu penses avoir atteint le sommet sur certaines distances, ou est-ce que tu dis je peux encore aller plus loin avec des efforts qui seront peut-être encore plus conséquents? Mais comment tu te positionnes par rapport à tes chronos et tes objectifs? Alors, j'aime pas trop dire, et même me dire moi quel chrono je vais faire, ou le dire, mais non, j'ai pas trop là, je suis à 2h57 sur le marathon, 1h17 sur semi. Je pense qu'il y a un gros cap à passer en marathon pour vraiment que ça soit crédible entre le semi et le marathon. Donc sur le marathon, ce serait
J'aimerais bien passer autour des 2h50, voilà, dans un premier temps. Deuxième partie d'année prochaine, voilà, approcher de 2h45 et puis après on verra ce qu'il en est. Puis sur semi, je pense que les 1h16, 1h15 peuvent arriver aussi. Le 10, j'aime moins cette distance-là parce que c'est une distance qui est très, c'est plus violent, quoi. C'est plus violent, c'est plus court, c'est à bloc du début à la fin. Et je vais moins me concentrer là-dessus. Et par rapport justement à cette barrière que tu évoquais des 3 heures, tu as réussi à passer donc sous cette barrière horaire. Comment tu as analysé finalement les échecs que tu as pu rencontrer? Est-ce qu'ils t'ont servi vraiment pour progresser? Tu as su en tirer des enseignements? Comment tu as réussi avec plusieurs tentatives à casser cette barre des 3 heures? Oui, en fait, je me suis un peu monté la tête avec cette barrière des 3 heures pendant longtemps, où ça devenait vraiment une obsession. Voilà. J'en étais pas loin, j'ai tourné 3h10, 3h04, 3h2, voilà, plusieurs fois, donc j'étais pas loin, et puis c'est arrivé comme ça, sans me prendre la tête, en me prenant moins la tête, justement. C'est pour ça, c'est ce que j'ai fait au début. C'était surtout dans la tête, en fait. C'était pas dans les jambes que ça passait pas. Donc j'ai cassé la barrière de 3 heures, plus côté psychologique que du côté physique, où ça aurait pu passer bien avant. Ouais. Confiance en soi, c'est important, et la course à pied donne la confiance en soi aussi dans la vie perso. Ça permet de se surpasser. Si on arrive à se surpasser dans le sport, on arrive à se dire qu'on peut se surpasser aussi dans la vie, dans la société, au niveau professionnel, au niveau familial. Voilà, on peut aller faire des choses qu'on soupçonne pas des fois. Effectivement, c'est un bon levier pour trouver des ressources, trouver parfois des réponses à certaines problématiques qui se posent à nous. En allant courir, après une bonne sortie, on se retrouve dans de bien meilleures dispositions. Au niveau marathon, est-ce que tu envisages des marathons un peu plus exotiques que La Rochelle ou Paris? Je sais pas, d'aller sur un autre continent pour voilà, parcourir un marathon. Est-ce qu'il y en a un qui te ferait rêver et que tu aimerais justement partager avec toute la famille et partir pour une compétition à l'étranger? New York, oui, je pense que c'est sûrement une belle destination. Maintenant, il y en a tellement que, voilà, si tu l'as fait bien en premier. Déjà que je fasse Paris, que je vois un grand marathon, je fais que des petits marathons. Déjà, ça et d'ici 2024, voilà, tu as encore du temps pour le marathon olympique, donc tu as encore quelques années pour te préparer. Ouais. Est-ce que ça te plairait justement de participer au marathon des Jeux Olympiques, comme il est, semble-t-il, ouvert à tous sous forme d'une course populaire? Est-ce que ça te plairait justement de fouler le pavé sur cette voilà, compétition-là, même si c'est en été et qu'on peut trouver la chaleur sur cette période-là de l'année? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. C'est peut-être une motivation différente, et puis c'est une occasion de faire un marathon un peu différent à Paris. Et sur le Sébastien que tu étais il y a 15 ou 20 ans, quel regard tu pourrais justement avoir sur l'évolution d'une pratique sportive? Est-ce que tu lui dirais il faut te mettre au sport, c'est important, ça peut t'aider? Quel serait ton discours si tu devais te remettre dans ta peau d'adolescent? J'étais déjà dans le sport, mais je le faisais d'une façon un peu détachée, donc maintenant je le fais d'une façon plus motivée. Donc oui, après qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, que j'aurais dû en faire plus avant, pas me concentrer sur d'autres choses quand on est adolescent, qui sont pas forcément bonnes. Mais
Ouais, le sport apporte beaucoup et par contre, faut pas se renfermer, trop se renfermer sur soi-même. Sur la course à pied, on peut le faire tout seul, mais il faut essayer aussi de le faire en rencontrant des gens lors des compétitions, ne pas trop se renfermer et garder un équilibre. On passe vite du côté où on en fait trop et on a fait ça en fait. Donc, je passe sur un autre sujet de ce que tu me demandais avant, mais faut faire attention à ça. Alors, on arrive presque à la fin de cette heure d'entretien. Hein. On a été relativement bavard et on a évoqué justement pas mal de sujets. Sur quel réseau les gens peuvent te retrouver ou te suivre? Tu es sur Strava, tu es sur d'autres réseaux? Est-ce que les gens peuvent venir te questionner s'ils ont des choses à te poser comme question? Sur quel support on peut te retrouver? Alors je suis sur Strava sous le nom de Seba, donc Seba en majuscule, ensuite en espace Seba S majuscule EBA. Et D'accord. voilà. Puis après j'ai un Facebook. Et mon nom c'est Seba. Bon, je ferai le lien. Hein. Je ferai le lien avec les différents réseaux pour que les gens. Oui, voilà. Tu le mettras. Très bien. Eh ben, Sébastien, je suis ravi d'avoir partagé ce premier épisode avec invité en ta compagnie. Il est vrai qu'on s'est pas mal croisé sur Beaugency, sur quelques compétitions. On prenait souvent le relais l'un et l'autre sur la piste, hein, qui a été notre spot d'entraînement pendant quelques mois. Donc là, ravi de pouvoir avoir échangé avec toi. Et voilà, au plaisir de te suivre sur tes compétitions et l'évolution de tes chronos, hein, avec de nouveaux PR qui vont tomber sur l'année 2020, parce que tu es quand même sérieux au niveau de l'entraînement et nul doute qu'en compétition, tu ne lâcheras rien. Merci à toi. Bah, écoute, merci à toi. J'espère avoir répondu clairement aux questions et avoir éclairci certaines réponses que certains attendaient. Voilà. Salut. Merci Sébastien, bonne fin de journée et puis à très vite pour de nouveaux épisodes du podcast. Ça marche, salut. À bientôt.